Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Donc le thème de la conférence que je vais vous faire là, c'est un petit peu comment je me suis retrouvé de musicien vraiment à travailler dans le milieu du jeu vidéo. C'est comme je le dis dans le sujet dans le titre de la conférence, c'était vraiment un voyage complètement inattendu. Je m'y attendais vraiment pas à me retrouver dans cette situation-là. Moi, je conçois ça comme un échange, donc surtout si vous voulez dire des trucs, faut surtout pas hésiter. J'ai une capacité à la digression assez scandaleuse, donc n'hésitez pas. Si le cours de la conférence ne vous convient pas, vous pouvez essayer d'infléchir le truc vers un truc qui vous convient un petit peu plus. Je vais commencer par parler de moi, parce que j'adore parler de moi. Donc pour décrire un petit peu mon parcours, parce que il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé depuis ce matin là, qui aiment bien les trajectoires, singulières et voilà, les trucs un peu inattendus justement, les choses qui vont pas tout droit. Et moi j'aime bien les choses qui vont pas tout droit. J'ai toujours été très dubitatif face aux gens qui vont d'un point A à un point B sans se poser de questions. Ça m'a toujours posé beaucoup de questions. Dans Kaamelott, par exemple, c'est une vraie question sur est-ce qu'on va si facilement d'un point A à un point B, je trouve. Donc moi j'ai commencé la musique très tardivement, à l'âge de 13 ans, j'en ai 28 maintenant. J'ai commencé donc la guitare à 13 ans et j'avais vu beaucoup de copains faire de la musique en apprenant en conservatoire et en apprenant le solfège, et j'ai vu tout le mal que ça leur avait fait et les niveaux de déprime dans lesquels ça les avait envoyés. Donc moi quand j'ai commencé la guitare, j'ai décidé de ne pas faire ça, de pas prendre de cours déjà, de voir comment je pouvais me débrouiller tout seul sans qu'il y ait un prof qui me dise quoi faire. Je me suis rendu compte assez vite que ça n'allait nulle part, donc au bout d'un mois j'ai décidé de prendre des cours. Mais par contre il y avait une condition sine qua non, c'était que le solfège et la théorie et tout ça c'était juste niette. Moi je voulais jouer des choses. Voilà. À 13 ans j'étais hyper fan de punk mélodique, de Sum 41 et de trucs comme ça. Je voulais jouer de la musique vite, je voulais pouvoir mettre ça en pratique, je voulais pouvoir écrire de la musique le plus vite possible, en tout cas que ça serve à quelque chose, que je passe pas 10 ans d'abord à savoir lire une portée pour enfin après peut-être jouer de la musique. C'est un gros témoignage ultra cliché que moi maintenant quand je donne des cours ça m'insupporte de l'entendre, il n'empêche qu'à l'époque c'est effectivement ce point de vue que j'avais. Donc j'ai commencé la guitare voilà, sans vraiment me plonger dans le solfège. L'avantage de la guitare, c'est que c'est quand même un instrument qu'il est tout à fait possible de savoir jouer sans connaître une seule note ni savoir lire une portée. On a un outil magnifique qui s'appelle la tablature qui nous permet de savoir lire des partitions sans avoir de notion de solfège. Contrairement à ce que certains disent, la tablature a largement préexisté à la portée classique. Donc on lisait des tablatures pour le luth bien avant l'existence de la portée classique. Donc c'est pas parce que c'est destiné à une seule portion de musiciens que c'est moins bien. Mais ceci dit, la vérité de la tablature, c'est que ça isole un peu les musiciens, les guitaristes dans leur coin. Ce n'est pas le sujet. Donc du coup, quand je disais que je pouvais digresser assez vite, ça se fait très très bien. Donc j'ai passé un petit peu les 5 premières années de ma vie musicale à monter un peu des projets comme je pouvais, à essayer de trouver des gens de mon âge intéressés par la musique aussi. Ça n'est pas arrivé, parce qu'à cet âge-là, on est plutôt dans l'idée de faire un truc avec les copains et de boire des coups. Et faire des répétitions qui mènent à des choses, ça n'était pas vraiment le sujet. Donc du coup, j'ai assez vite abandonné. J'ai continué à faire mes compos dans mon coin avec Guitare Pro, et puis j'ai attendu de me retrouver à Nantes à la fac pour commencer à rencontrer des musiciens que ça pouvait vraiment intéresser. Par contre, pendant ce temps-là, j'ai un peu développé mes capacités en MAO. Je me souviens que j'ai fait un stage de MAO assez vite, genre à 13 ou 14 ans, très peu de temps après avoir commencé la guitare, où j'ai appris à me servir d'un logiciel qui s'appelle Acid Pro, qui était vraiment un séquenceur multipiste hyper simple, mais qui m'a permis de faire mes premiers instrus de rap. Voilà. J'ai assez vite abandonné, j'ai bien vu que ça ne menait absolument nulle part, mais j'ai utilisé ce logiciel-là pendant assez longtemps après. Donc pendant ce temps-là, par contre, la MAO, c'est un truc que j'ai appris vraiment en autodidacte complet, en dehors de ce stage de 2 jours organisé par le foyer jeune de la ville de Blain. Voilà. Voilà, il s'est passé des choses, je suis arrivé à Nantes, j'ai trouvé mon premier groupe sérieux où j'ai commencé à jouer de la musique bretonne, voilà, de la musique de Fest-Noz, mais sauce rock, faut pas déconner quand même. Voilà, avec qui j'ai enregistré un disque, j'ai découvert le studio, voilà, j'ai essayé de monter des choses avec ça. Ça a marché, pas très bien, mais c'était pas le sujet. Et
Et puis j'ai eu un moment, donc je suis allé à la fac faire de la sociologie, je me suis bien rendu compte que ça ressemblait vraiment beaucoup trop au lycée, et je me suis dit en fait je crois que je suis fatigué d'apprendre des concepts, de manger des trucs par cœur qui ne servent à rien et que je peux pas appliquer dans la vraie vie. Voilà. Donc je me suis dit bon, je vais arrêter ça, puis je vais essayer de me consacrer vraiment à la musique. J'ai cru que j'essayais de me consacrer à la musique, en fait je faisais ça un tout petit peu trop en dilettante, et après 2 ans d'errance, en gros, après avoir arrêté la fac, je me suis retrouvé à 20 ans face à la vacuité de ma propre vie. Cette conférence est aussi agréable et pas déprimante que la précédente, hein, je vous préviens. Et là je me suis dit il faut faire un choix, il faut me dire soit je vais à fond dans cette voie que j'ai commencé à choisir mais que à moitié, soit je change complètement de direction, et j'ai eu un truc binaire, c'est-à-dire que j'ai tenté l'entrée à 2 endroits, soit au STAF, donc qui est une formation en régie son dans la région de Nantes, et j'ai tenté l'entrée au conservatoire. Il se trouve que j'ai planté l'entrée au STAF et j'ai réussi l'entrée au conservatoire, donc je suis rentré à 20 ans au conservatoire en cursus jazz, et donc c'est là que j'ai eu l'occasion de combler toutes ces lacunes techniques et théoriques que j'avais provoquées en fait de mon propre chef en refusant d'apprendre de la théorie. Donc ça m'a vraiment permis pendant toutes ces années, donc j'ai fait un DEM de jazz, là je suis en train de terminer un DEM en composition, donc qui sont des diplômes niveau bac, hein. Donc dans 2 mois je suis bac plus 2, enfin bac, je suis niveau bac 2 fois à 28 ans, c'est tout à fait agréable. Mais du coup j'ai découvert un univers théorique dont j'avais pas idée du tout. J'ai découvert le jazz, toute sa complexité, j'ai découvert la valeur de l'improvisation, j'ai découvert l'orchestration, l'analyse, l'écriture aussi, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le fait de travailler, d'écrire une partition sans la jouer avant, sans la programmer, sans avoir de logiciel qui nous permettent d'entendre le résultat pas à pas, ça a été une vraie révélation, et ça m'a donné en fait les moyens de concrétiser des ambitions que j'avais. Donc par exemple sans solfège, par exemple, écrire pour un orchestre symphonique c'est impossible. Voilà. Et j'ai découvert qu'en fait j'avais envie de faire ça, et qu'il y avait un outil qui me manquait, c'était effectivement donc le solfège, la théorie, donc les leçons d'harmonie aussi. Je faisais des compos dans mon séquenceur, mais les séquenceurs ne tiennent aucune compte, par exemple, des capacités techniques des instruments, par exemple. Donc je me souviens, première session d'orchestre pour laquelle j'avais écrit. Donc j'avais écrit des compos, j'étais trop content. Tout le monde disait ah c'est mortel et tout. Puis on arrive devant les pupitres, et alors là, le chef compte 3-4, les violons partent, et là c'est l'horreur. Genre c'est pas les bonnes notes, c'est 10 fois trop lent, voilà, puis je me dis bon c'est le déchiffrage, puis le lendemain c'est pas mieux, et puis le surlendemain c'est pas mieux. Puis là donc je vais voir le chef, je lui dis bah alors là ça marche pas, faut les faire bosser. Il me dit non mais en fait là j'en ai parlé avec les chefs de pupitre, ce que t'as écrit c'est pas jouable quoi. Ça marche pas, ça tombe pas sous les doigts, c'est dans une tonalité pourrie. Enfin voilà, là il y a petit défaut de connaissance de l'instrument. Donc ça a été la PLS assez vite dans ces cas-là. C'est-à-dire que j'avais écrit genre 25 minutes de programme et ils en ont joué que 10. Ça fait un peu mal, mais du coup on apprend. C'est-à-dire qu'effectivement après je suis allé voir les musiciens, j'ai essayé de m'expliquer bah là tu vois, là cette position là c'est pas possible au tempo machin, en plus t'as écrit tout détaché, ça oblige à des trucs impossibles, enfin c'est trop dur techniquement, donc voilà. Donc depuis j'ai des consultants en instrument à qui j'envoie mes partitions pour vérifier est-ce que ça passe, comment je peux faire pour l'améliorer. J'ai pris des cours d'orchestration aussi qui me permettent de savoir comment des fois passer outre les difficultés techniques, comment tricher un petit peu, voilà. Donc l'idée c'était vraiment de me donner les moyens techniques de concrétiser des ambitions que j'avais, parce que dans mon séquenceur je kiffais trop programmer des lignes de violon et de clarinette et je trouvais ça mortel, mais encore une fois les logiciels ne tiennent pas compte des contraintes du monde réel, ce qui peut être un truc intéressant. Pour ceux qui ont joué à Remember Me, Olivier de Rivière il a fait un tas de trucs complètement impossibles, et c'est ça qui rend complètement le cachet de la direction artistique de ce jeu là, c'est que justement il y a des inclusions de musique électronique dans de l'enregistrement symphonique, et c'est ce qui fait que c'est complètement impossible à réaliser en vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait des concerts de musique symphonique avec la musique de Remember Me, mais ça donne un cachet de direction artistique assez unique. Donc l'idée c'était aussi d'aller plus loin en fait, et c'était aussi une vraie leçon d'humilité en arrivant au conservatoire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que moi qui croyais être un peu le meilleur musicien de la Terre, j'étais juste le meilleur musicien de ma chambre en fait. Là on arrive là-dedans, on a 20 ans et on se rend compte qu'il y a des gamins qui ont 8 ans de moins, qui ont 12 ans et qui jouent mieux que je ne jouerai jamais. Et ça met bien des claques quoi. Ça aussi ça permet de remettre un petit peu à sa place et se dire oui bah en
en fait j'ai peut-être des bonnes idées, mais il y en a d'autres qui en ont, et je suis pas seul sur Terre à avoir ces idées-là. Donc l'humilité, c'est un truc important. Faut pas en faire trop parce que ça peut être destructeur, mais il faut savoir se congratuler. Mais en tout cas, ça a été aussi une manière de me jeter dans un bain et d'être entouré de musiciens. Parce qu'à cette époque-là, je continuais de fréquenter mes amis de lycée qui n'étaient pas musiciens, et donc c'était facile de se sentir aussi un peu unique, quoi. Alors qu'en fait, des gens qui faisaient la même chose que moi, il y en avait plein. Globalement, l'idée, c'était de suivre un petit peu cette phrase de Georges Brassens qui dit que le talent sans technique, c'est qu'une sale manie, en fait. C'est très très bien d'avoir des idées, c'est très très bien d'avoir du talent globalement, mais en fait, si on se donne pas les moyens techniques de les réaliser correctement, en fait, on se pose jamais de questions. Et encore une fois, moi, je me méfie des gens qui ne se posent jamais de questions. Probablement parce que moi, je m'en pose un tout petit peu trop. Pendant ce temps-là, il y a un truc complètement dissocié qui est mon background de joueur. À cette époque-là, j'avais absolument pas envisagé que je pouvais peut-être réunir deux passions qui étaient le jeu vidéo et la musique. Moi, en tant que joueur, j'ai jamais été un gros boulimique. Quand j'entends les gens qui parlent des jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient gamins, j'ai l'impression qu'ils jouaient à 150 000 jeux et qu'ils faisaient 220 heures sur chacun. Moi, les jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, ils se comptent un peu sur les doigts d'une ou deux mains. En gros, mon carré d'as qui a pas quatre côtés, c'est Ocarina of Time, Final Fantasy 8 et 10, c'est les Sims, c'est Age of Empires 2. J'y ai pas mal joué, mais c'était pas genre une grosse diversité de jeux. Il y a pas énormément de jeux qui m'ont marqué par le temps que j'y ai passé. Voilà. Mais par contre, j'avais aussi un gros intérêt pour la musique de jeux vidéo globalement. Ça, c'était un truc qui était assez marrant, c'est que j'écoutais aussi beaucoup de musique de jeux vidéo, mais y compris des jeux auxquels j'avais jamais joué. Et il y avait un site qui m'aidait à ça, qui s'appelait Square Music, peut-être qu'il y en a qui ont connu ce site-là, qui était une sous-partie de FF World, qui est un site spécialisé dans Final Fantasy qui existe toujours. Et je me souviens, c'était l'époque du 56K en plus, donc tous les dimanches il y avait le morceau de la semaine qui était mis en ligne et que j'allais choper, quoi. Il y avait des tas de trucs dont j'avais jamais entendu parler, et ça me permettait de découvrir de la musique. Voilà, je ne savais pas dans quel jeu c'était. En plus, des fois, c'était des jeux qui n'étaient même pas sortis en Europe. Quand on a 12 ans, faire tourner une Famicom, c'est juste pas envisageable. Il n'y a pas les sous, quoi. Donc, je découvrais des trucs comme ça qui m'ouvraient les yeux sur de la musique qui existait et dont je pouvais jamais avoir vraiment idée. Donc, par contre, j'ai beaucoup écouté de musique de jeux vidéo aussi, même sans savoir à quel jeu ils étaient associés. Voilà, donc en gros, pour faire court, j'ai joué quand même à des gros jeux qu'on peut appeler AAA, je pense, à l'époque. Et j'ai commencé à avoir un début d'intérêt pour le jeu vidéo indépendant, donc ce qui nous réunit tous ici. En gros, à partir de 2009, à partir de 19 ans, je me suis rendu compte que le jeu vidéo, c'était pas qu'une affaire de studio avec des centaines de personnes, avec des budgets à 6 chiffres. Il pouvait exister des jeux vidéo faits par des gens qui sont pas beaucoup, avec des budgets parfois à 0 chiffre, voilà, fait à échelle humaine, quoi. Voilà, pour moi, un jeu vidéo, pour faire un jeu vidéo, il fallait forcément que ce soit un truc monstrueux qui était distribué à la Fnac. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc j'ai découvert plein de jeux, genre World of Goo, Super Meat Boy, Portal, tout ça. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, le jeu vidéo, c'est un truc aussi qui peut se faire à échelle humaine. Ça ne nécessite pas des gens qui ont fait 10 ans d'études. No offense, hein, s'il y en a qui ont fait 10 ans d'études, effectivement, pour faire ça. Et en fait, moi, je m'étais un peu convaincu, je m'étais quand même dit, tiens, j'aimerais bien composer pour des jeux vidéo, sans savoir ce que ça pouvait impliquer. Et pour la petite histoire, j'avais envoyé des candidatures libres à Ubisoft et Ankama, comme si ça pouvait marcher. Donc là, je me suis rendu compte, tiens, pourquoi pas. Mais j'avais toujours pas cette porte d'entrée. Je me demandais toujours comment on pouvait faire pour tomber sur des gens qui faisaient du jeu vidéo et à qui je pouvais parler. Arrive là-dessus les Utopiales, qui était quand même un festival de science-fiction à Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se tient depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, 13 ans, quelque chose comme ça. Et là, je vois passer Game Jam des Utopiales. Genre, ah ouais, tiens, c'est marrant, une Game Jam, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon, pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'une Game Jam, et je me suis dit, bon, bah, s'il y en a qui savent pas ce que c'est qu'une Game Jam, ça m'étonnerait quand même. Non, c'est bon. Donc j'y vais, je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien, il n'y a pas vraiment de risque, de toute façon, le seul risque c'est de se rendre compte que c'est pas possible, c'est un peu difficile. Et j'y vais, et donc là, c'est direct dans le grand bain. Enfin, en tout cas pour moi c'était un grand bain à l'époque, maintenant je me rends compte que c'est, par rapport à d'autres trucs, c'est un petit bain, mais... Et donc direct, je tombe, la première équipe dans laquelle je tombe, c'est l'équipe du studio Alchemy. Voilà, c'est genre j'arrive, paf, il y a Kevin qui me met le grappin dessus, qui me dit, toi tu fais du son, tiens viens. Alors je me rends compte que j'étais le seul sound designer et compositeur à être là pour 6 équipes, le rêve quoi, le rêve. Donc cette Game Jam, je travaille sur 5 jeux différents. Le seul jeu sur lequel j'ai pas bossé, c'est le jeu qui a eu le prix cette année-là.
Incroyable, c'est espèce de malédiction. Ça, c'était vraiment pas mal. Bon, après, je me suis rattrapé. Je suis toujours dans l'équipe qui a les prix depuis 4 ans. Et voilà. Et donc, du coup, je travaille directement avec l'intégralité du studio Alchemy. Donc qui me dit écoute, on kiffe bien ce que tu fais. Là, on est en train de préparer un jeu qui s'appelle Drifting Lands. Est-ce que ça te dit de venir bosser pour nous donc là, moi je tombe de ma chaise, genre un truc de ouf. Et donc je me retrouve à faire la musique et une grande partie du sound design pour Drifting Land. Est-ce qu'il y en a qui voient pas du tout de quel jeu je parle, ou est-ce que c'est pareil, tout le monde a vu passer ce jeu-là? Très bien, jouez-y et achetez-le surtout. Donc pour faire très court, la Game Jam c'est la vie. Donc depuis 5 ans, du coup je fais à peu près entre 5 et 6 Game Jam par an, parce que c'est vrai que c'est une excellente manière de développer son réseau. Je vais pas dire que c'est la seule, mais en tout cas pour moi qui ai fait zéro école de rien du tout et qui est absolument pas un seul accès par les réseaux classiques d'éducation au monde du jeu vidéo, et ben moi c'est ma manière à moi de faire du réseau, et par certains aspects je trouve que c'est vraiment la meilleure, c'est de bosser directement avec les gens. Il n'y a pas de bonjour, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, voici mon CV, machin, lettre de motivation. Non, c'est genre bonjour, on bosse ensemble, super, il faut quoi, on fait ça. Voilà. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait j'étais pas du tout étranger ni incapable de créer le son pour un jeu, et pas que la musique. En fait je me suis rendu compte que créer des bruitages et créer une charte sonore, c'est pas un truc qui était hors de mes cordes. Donc ça c'était plutôt bien. Donc c'est un peu le conseil que je donne à tout le monde, c'est surtout quand je travaille dans des écoles, c'est si vous faites pas de game jam, faites-en. En fait c'est un moyen de vous rendre compte à peu de frais de vos capacités réelles sur le terrain, en mode un peu stressant. C'est un peu stressant, mais il n'y a pas d'enjeu, c'est jamais très grave. Je vois un regard de connivence au fond de la salle. Donc faites ça, il y a pas grand risque. Le seul risque c'est vous de rendre compte peut-être que c'est un peu frais les connaissances techniques, mais c'est pas grave en fait. Au moins on rencontre des gens et ça nous permet de nous construire pour la suite. Voilà. C'est toujours très important, hop là, la petite digression philosophique de PMU là, c'est toujours très important quand il y a un échec ou un truc qui marche pas, d'en retirer ce qu'on ne veut plus pour la suite. Pas d'en tirer des conclusions genre je suis pas bon, je suis pas machin, je suis pas truc. C'est plutôt de se dire qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ça se passe autrement. Si possible dans la direction que j'ai décidé moi, ou qui m'arrangerait moi. Mais je trouve que dans ces cas-là, en tirer ce qu'on ne veut plus, c'est beaucoup plus important que d'en tirer des leçons pour ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est très difficile. Mais ce qu'on veut pas, c'est plus facile pour moi. Donc voilà, ça c'est un peu pour mon parcours perso. Je vais arrêter de parler de moi et parler un petit peu de ce que j'ai rencontré sur le chemin depuis que je fais ça. Pas de questions pour l'instant, ça n'hésitez pas hein, si vous avez des trucs à dire. Moi, ce que j'ai rencontré comme difficulté, ou en tout cas ce que j'ai fait comme constat, dès que j'ai commencé à travailler sur Drifting Lands, c'est que quand on est un musicien et qu'on vient du monde de la musique, c'est-à-dire de la musique qui existe pour elle-même, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que évidemment je joue aussi dans des groupes. Enfin voilà, je fais aussi de la musique qui est en dehors du jeu vidéo, quoi. Je suis pas que compositeur pour le jeu. Je joue dans un groupe qui s'appelle Monolith, par exemple, qui est un groupe de fusion de jazz metal où on fait beaucoup d'improvisation, de choses comme ça, qui est de la musique qui est à écouter en concert. Elle ne sous-tend pas, elle n'aide pas à soutenir un discours. Et donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on vient de ce milieu-là, quand on a appris à jouer de l'instrument, quand on a composé et tout, de la musique pour elle-même ou pour le concert, quand on se retrouve dans un contexte de musique à l'image, je pense que mes collègues ici seront d'accord, on cherche à en faire 12 000 fois trop. On cherche à prouver beaucoup de choses, on cherche à dire combien on est bon, en fait, parce qu'on essaye de se satisfaire soi-même. En fait, on essaye de faire un peu comme Pat Metheny, c'est-à-dire d'écrire la musique qu'on aimerait entendre soi-même. Et on oublie que notre musique est au service de quelque chose et que l'attention du joueur n'est pas tournée intégralement vers le produit de notre musique. Donc on se dit waouh, là j'ai mis un gros 4/3, ça tâche trop, ça divise le tempo en 0,75, c'est trop génial et tout. Et t'envoies le draft et puis t'as le directeur artistique, ouais j'aime pas trop les changements de rythme. Merde. Voilà. Ah, ce synthé, c'est vraiment trop bien. Il y a un petit côté J-pop déglingo que je trouve trop sympa. Ah ouais, non, j'aime pas trop les sonorités nippones. Voilà. C'est une très mauvaise imitation de Alain Puget. Voilà, mais donc là, je me suis retrouvé dans une situation quand même où donc moi, j'ai joué énormément à Zelda et à Final Fantasy. Je me suis quand même retrouvé avec, si quelqu'un connaît un peu Alain Puget et connaît sa détestation pour le monde du jeu vidéo japonais, je me suis quand même retrouvé avec quelqu'un qui était en opposition totale avec 90% de mon ADN musical.
Donc il aime pas le jazz, il aime pas les trucs barrés, métal, ou en tout cas on a l'impression que les mecs improvisent en permanence, et il aime pas les japonaiseries. Donc je me suis dit, nom de Zeus, comment je vais faire? Donc on a mis un peu de temps à se trouver. D'autant qu'en plus, il m'avait laissé champ libre, il m'a dit, bah en fait pour Drifting Land, tu vois bien que... propose-moi des trucs. Ok, ouais. Non, c'est bien, et à la fois c'est bien et à la fois c'est pas bien, c'est-à-dire qu'effectivement, un shoot 'em up comme ça, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du gros électro, de l'orchestral, on peut faire du métal. J'ai décidé de faire les trois. Et effectivement, on a fini par se trouver, mais j'ai dû passer par une phase vraiment très importante où j'ai dû me dire en grosses lettres rouges « Keep it simple, stupid ». Voilà, ou en peut-être un peu plus efficace, less is more. Ça, c'est le gros truc que j'apprends depuis quelques années et avec lequel je commence à faire la paix. C'est que moins on en fait, et mieux on se porte. En fait, Fibrotig a tout dit ce matin. Il a dit quoi? Écrivez peu. Voilà. Et en fait, plus ça va, et plus pour la musique et le sound design, je pense exactement pareil. C'est-à-dire que... donc il faut écrire peu, mais il faut écrire bien aussi. Hein, parce que si on écrit peu et que c'est naze, ça marche pas très très bien. Mais voilà. Il faut que les choses aient du sens, et pour que les choses aient du sens, il faut qu'elles soient uniques et simples et limpides, en fait. Et alors je lis un peu quand même mes notes. Et voilà, en gros, voilà, le joueur n'est pas focalisé sur ce qu'on a créé nous, il est focalisé sur l'expérience globale. Et en fait, quand on cherche à prouver quelque chose en musique ou en son, pour moi, il y a un gros risque de déséquilibre. On risque vraiment de briser le quatrième mur et de créer un déséquilibre et de manquer de subtilité. J'aime pas dire du mal des jeux. En général, j'aime pas dire des choses qui me plaisent pas, mais il y a un jeu qui m'a fait un effet comme ça récemment. Je suis désolé, Rémi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Rime ici? Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu? Tu l'as pas fini? D'accord. Valentin? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a gêné particulièrement dans ce jeu? Hein? Ouais, mais ça peut être mou et être bien quand même. Ouais. Journey, c'est relativement mou, mais c'est quand même très très beau. Rime, moi, ce qui m'a gêné, c'est que le jeu passe son temps à vous taper sur l'épaule en vous disant regardez, c'est beau. Puis c'est tout le temps beau. Puis il y a de la musique tout le temps. Genre, c'est émotionnel tout le temps. Et en fait, moi, ça me convient. Là, pour moi, ce jeu, même si pourtant il avait tout pour me plaire, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais genre waouh, trop bien et tout. C'est entre The Witness et Journey, il me faut absolument ça. La musique, elle est trop belle. Et sauf qu'en fait, il y a de la musique tout le temps. Et je sais pas à quel point c'était une démarche consciente et volontaire. Mais voilà, le jeu manque de subtilité là-dessus parce qu'il passe du temps. Regardez, on a pris des trucs chez Journey, chez Ico, chez Shadow of the Colossus, chez The Witness, machin. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Oui, mais en fait, il n'a pas besoin de le dire autant. Ça se verra si c'est simple. Donc, moi, c'est des trucs que j'essaye d'appliquer maintenant, c'est d'essayer de mettre en veilleuse un petit peu ce côté. Il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit intellectuellement la baston pour que musicalement ça me plaise et que ça me donne l'impression que ça va satisfaire les gens qui vont écouter. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gens s'en foutent complètement de savoir si c'est compliqué ou intéressant. Ils veulent juste que ça leur fasse ressentir quelque chose. Et pour ça, la technique n'est qu'un outil. J'enfonce des portes ouvertes par paquet de 10, hein, mais en fait, j'aime bien le redire des fois parce que plus on dit et plus ça propage la bonne parole. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, que j'ai même, je pense, même rencontrée avant en fait, ce dont je viens de parler, c'est la difficulté à communiquer. Est-ce que, à part donc les musiciens de profession, il y a des gens qui sont musiciens en dehors de leur domaine, qui serait le game design ou le level design? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la musique un peu, ou qui en ont fait un petit peu, ou qui ont suffisamment de connaissances techniques pour s'exprimer un tout petit peu à ce sujet-là? Pas confondre un saxophone avec un violoncelle, par exemple. Vécu. Tu peux baisser le saxophone? Ouais, c'est le violoncelle, mais d'accord, je peux le mettre moins fort, pas de problème. Voilà, c'est la difficulté à communiquer avec les gens pour lesquels on travaille. Il faut savoir mettre des mots derrière des trucs qui nous paraissent complètement abscons. C'est-à-dire, et voire même parfois au-delà de abscons, où les gens ne font même pas un seul effort pour communiquer sur ce qui leur convient ou ne leur convient pas. Récemment, j'ai travaillé sur un projet où j'ai envoyé une musique. La réponse de la directrice artistique, c'était « il y a un truc qui me gêne, mais je ne sais pas quoi », 2 accents circonflexes. Fin du mail. J'ai un peu bugué pendant 5 secondes devant mon mail, j'étais genre il va y en avoir un qui va arriver derrière, peut-être avec un développement, quelque chose. Non, rien. J'ai répondu poliment qu'il allait falloir être un peu plus précis que ça, et c'est le stagiaire du projet qui a mis des mots sur ah oui, en fait, peut-être que la batterie est un peu trop présente et que machin. Voilà. Quand vous travaillez sur un jeu,
c'est très important de chercher, même si vous n'avez pas les connaissances techniques, à communiquer sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, à parler le plus possible. Moi j'adore les gens qui causent et qui me prouvent comment ils essayent. Qu'ils ne considèrent pas que la musique et le son, c'est un truc de ces espèces d'originaux de sound designers, ça n'intéresse que machin. En fait non, c'est l'affaire de tout le monde. Et moi, quand la personne avec qui je travaille me donne même pas l'impression d'essayer de faire l'effort de parler avec moi, ça me pose des vrais problèmes et ça me donne pas envie de bosser. Et c'est quand même beaucoup plus sympa quand tout le monde essaye d'avancer dans la même direction. Donc ça peut prendre plein de formes, ça en fait. L'idée c'est de mettre le plus de mots sur ces choses-là, c'est mettre des mots sur vos ressentis, peut-être utiliser par exemple, quand vous voulez par exemple donner une direction pour une musique, le plus pragmatique c'est de donner globalement une direction en donnant un petit peu les influences musicales que vous aimeriez avoir, ou les jeux vidéo qui ressemblent un petit peu à l'ambiance que vous voudriez avoir, ou les films par exemple, ou j'en sais rien. Moi j'aime ça encore plus quand on me donne des directions qui ne sont pas spécialement sonores, quand on me dit, tu vois un petit peu l'ambiance, ça va être... un peu comme les films de trucs, où tu vois les peintures et qu'on me donne des exemples aussi picturaux, quand on me donne des exemples qui sont en dehors de la musique. Parce que je crois que c'est Debussy qui disait que la musique ne se nourrit surtout pas que de musique, et je trouve ça très important, c'est-à-dire que il faut que la musique se nourrisse d'autres choses. Il faut que, pour moi la musique c'est une manière de concrétiser un imaginaire, et quand la musique ne parle que d'elle-même, c'est compliqué en fait. Je trouve que ça manque de profondeur. Donc n'hésitez pas à donner toute la matière que vous pouvez quand vous travaillez avec un compositeur ou un sound designer, en disant voilà, nous on va dans cette direction-là. Et par exemple, si vous voulez par exemple une musique pour un passage narratif, une cinématique, quelque chose, en dehors du il faut que ça matche l'action, oui on s'en doutait, merci. Mais par exemple donner une direction en utilisant des mots qui peuvent être issus du vocabulaire d'autres sens que l'audition. Par exemple, dire là, ou alors je parle beaucoup de musique parce que je viens de là, mais évidemment c'est valable pour les SFX et pour le sound design globalement. Là il faudrait quelque chose de plus granuleux, quelque chose de plus acide, de plus... utiliser des mots qui ont rapport avec le toucher, moi j'aime bien, ou des choses qui viennent de l'odorat par exemple. C'est des trucs bêtes, mais faire appel aux sensations, pour moi c'est un truc qui est vraiment important. Parce que c'est le but en fait, le ressenti et l'expérience globale. Il y a un bouquin, je pense que beaucoup de gens ont lu, qui s'appelle La Horde du Contrevent, qui est un des bouquins qui m'a le plus marqué sur sa capacité à nous faire ressentir des choses corporellement et au niveau des sensations physiques, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est un bouquin qui contient beaucoup de sons et beaucoup de touchés. Je sais pas si ceux qui l'ont lu ont ressenti un petit peu ça. Qui a lu La Horde du Contrevent? Oui. Très bien. Et est-ce que ça t'a fait un peu cet effet-là, cette impression que le bouquin sortait du livre? Tu vois, genre quand ça parle des blocs de son que le traceur, quand il gueule, quoi, ça fait des blocs de son. Et Alain Damasio, je trouve qu'il a une force pour faire du ressenti. Voilà. Moi, en tout cas, en tant que compositeur et sound designer, j'aime beaucoup qu'on me parle comme ça, qu'on me dise pas forcément, là ici, il faudrait des violons. En fait, ça c'est mon taf. Mais pourquoi pas me dire qu'il faut baisser les violons, peu importe. Mais des fois qu'on me parle en ressenti, ça aide beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à pas avoir honte en fait, parce que des fois, il y a des mecs qui me disent, non mais moi j'y connais rien, machin. Si, en fait, a priori, si tu crées un jeu, c'est que tu as une idée globale du feeling que tu veux avoir. Et si je peux y contribuer, c'est bien. Après, laisser la liberté aux gens de bosser, c'est bien. J'aime pas non plus qu'on me bride complètement en me disant il me faut ci, ça. J'aime bien que quand on fasse appel à moi, c'est parce qu'on fait confiance aussi à ma capacité à injecter des choses qui m'appartiennent, quoi. J'arrive pas à me relire. Voilà. Donc voilà, quand on n'y connaît rien, chercher à s'exprimer est quand même très important. C'est pas grave. J'aime bien que les gens me donnent l'impression d'essayer de se rapprocher de moi. Voilà. Un autre truc sur lequel il faut vraiment que je milite, parce que c'est hyper important et je suis pas le seul. Sur des statistiques complètement établies sur la base de 5 tweets que j'ai reçus, en moyenne le budget sur le son dans un jeu vidéo c'est entre 5 et 10%. Alors que c'est quand même, pour moi, le son c'est quand même l'ouïe et le deuxième sens le plus sollicité dans un jeu, après la vue. Et surtout, sans parler du budget, parce que je me doute bien qu'il y a plus de travail sur le développement en général sur un jeu que sur le son, ça c'est pas forcément un problème, mais surtout, la grande majorité du temps, en game jam je le vois beaucoup, mais dans les productions de jeux aussi, le travail sur le son et la musique arrive en toute fin de prod, à l'arrache, à la fin, alors que le jeu sort demain. S'il vous plaît, quand vous faites des jeux, essayez d'être prévoyant. Pour le budget, juste décidez-le en amont, en consultant des gens dont c'est le métier de faire du son et de la musique. Décidez pas de votre budget
tout seul dans votre coin alors que vous ne savez pas, ce que ça implique de créer, j'en sais rien, 1 heure de musique par exemple. Ne dites pas, voilà, il faut créer 1 heure de musique. Par contre, on te paye 50 € par morceau, ça te va ? Non, ça ne va pas, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc consultez des gens, même si c'est pas forcément les gens avec qui vous bossez à la fin, mais voilà. Je vois trop souvent arriver des propositions avec des prix complètement délirants parce que ça a été prévu à la toute fin, qu'on n'y a pas pensé, et surtout alors que le jeu effectivement sort demain. Incluez dès le début, le plus possible, des sound designers, des compositeurs, au moins dans la consultation de base, mais même dans la création du jeu, parce que ça permettra de créer déjà plus sereinement. C'est jamais sympa quand on est un créateur de devoir créer dans l'urgence. La Game Jam, c'est autre chose, mais en gros, encore une fois, quand le jeu sort dans 2 mois, on a vraiment cette impression qu'on n'a pas le droit de faire de faux pas, et c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça assez inconfortable. Il faut vite se mettre dans un univers qui n'est pas forcément tout de suite le nôtre, il faut capter plein de trucs. Voilà. Donc incluez ces gens-là le plus tôt possible, ils vous en remercieront, et normalement la qualité d'expérience de jeu sera meilleure. Prévoyez du temps pour l'implémentation aussi, c'est jamais sympa de créer des assets et s'entendre dire en fin de prod, ouais, en fait on a intégré 3 assets sur 150. Voilà. Ayez aussi des idées éventuellement, des idées de mood. Ou faites confiance aussi. Je vois aussi beaucoup ça de gens qui disent fais ce que tu veux, mais non, ça convient pas. Donc en fait, s'il y avait une idée, faut la donner. Il faut pas considérer que c'est non plus au SD de faire tout le taf, ou en tout cas de faire confiance, et en fait non. En tout cas, il faut communiquer. Voilà, je pense que c'est le truc qu'il faut retenir de ce que je dis là, c'est de communiquer. Et s'il était besoin en fait une expérience que j'aime bien faire. Est-ce qu'il y a des gens du studio Pixel NES dans la salle ? Pas du tout. Non. Parce que je vais montrer un bout de Stereden. Alors, il ne faut pas vous sentir insulté. J'aime beaucoup le travail du compositeur. Alors, pourquoi ça ne marche plus ? Ouais. Qui a éteint le vidéoproj ? Alors, avec tous en même temps, j'arrive pas. Oui. Celui-là, peut-être. Ouais. Ah, alors moi mon écran est revenu, mais je n'ai aucun. Ouais. Vous l'éteindre et le rallumer celui-là. Voilà, c'est la malédiction. On est bien sur HDMI. Cet ordre. Ah. Yes. Si quelqu'un sait quelle est cette espèce d'oiseau, j'aimerais bien le savoir. Je trouve ça joli, mais je ne sais pas ce que c'est. Google Images. Ah oui, c'est vrai, bien vu. Alors, du coup, moi, cette expérience que j'aime bien faire dans les cours de sound design que je donne en école de création de jeux vidéo, c'est celle-ci. Hein ? Ouais. Comment est-ce qu'on peut rediriger ? Ah oui, il faut... Tout à fait. Alors non, carrément pas. C'est le bouton d'à côté. Ça va donner ça. Oui, mais du coup, comme ça sort là, ça devrait aller, je pense. Non. Je passe le tuto parce que voilà. Si vous n'avez pas joué à Stereden, il faut le jouer. Donc en gros, c'est un peu les soreuses, quoi. C'est très bien, hein. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est la chose suivante. À quel point on a l'impression qu'on est en train de tuer les gentils, en fait, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, là c'est encore pire parce qu'il y a... Non, c'est pas mou, c'est émouvant. Je comprends pas. Voilà, je passe pas des heures avec ça parce que c'est rigolo, mais c'est relativement anecdotique. Je pense que vous sentez à quel point ça change quand même complètement juste l'ambiance et le background éventuel que ça peut créer derrière, quoi. C'est qu'on a vraiment plus du tout... Je trouve qu'on a quand même moins envie d'aller tuer des gens avec cette musique-là.
Mais mine de rien, c'est quelque chose qui peut vraiment jouer dans l'ambiance globale d'un jeu. Avoir un gros shooter hyper nerveux avec une musique ambiante, je suis pas sûr que ça ait déjà été fait, mais c'est pas inintéressant en fait, je pense. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques déjà sur tout ce que je raconte depuis tout à l'heure là? Et, vous n'êtes pas parti, alors j'en conclus que c'est relativement intéressant. Alors je vais pas tirer mes thèmes au dé, comme l'a fait notre cher ami, parce que j'aurais trop peur qu'on tombe sur un sujet que je maîtrise vraiment pas. Je pourrais, je sais pas ce qui peut vous intéresser le plus, je pourrais parler de mon travail sur Drifting Lands. J'avais prévu un truc sur la Motivic dans Final Fantasy X. Je peux faire un petit tour des différents travaux que j'ai faits et voir un peu comment j'ai traité différents sujets. Ouais. Une petite, s'il te plaît, oui. Bouh, ils s'en vont. Hein. Ah bon, ça va alors. Sur le pourcentage de budget alloué au jeu, là concrètement je bosse sur un jeu mobile, 90% de mes joueurs ils vont même pas avoir de son dans le jeu. J'ai pas du tout envie de mettre même 5% de budget dans mon son, sachant que en fait c'est pas du tout ni ce qui tout à fait. Mon jeu, ni j'ai pas de valeur de production en fait oui. Dans mon jeu à investir sur le jeu. Alors si pour le trailer éventuellement, pour ce qui va être la pré-expérience, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Est-ce qu'il faut quand même que je bosse avec un sound designer? Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours bien de travailler avec des gens qui vont créer un contenu original pour ton jeu. Après, si c'est vraiment une question de à quel point tu penses que ça favorise l'expérience utilisateur. On a eu cette discussion avec Stéphane tout à l'heure, hein, je crois. Effectivement, sur un jeu mobile, surtout des jeux mobiles de type casual gaming, il y a quand même une bonne partie des joueurs qui vont jouer dans les transports avec le son éteint. Voilà, je sais même pas quoi répondre à ça. En fait, tout dépend de à quel point tu considères que le son fait partie de l'expérience du jeu et à quel point ceux qui vont jouer avec le son activé vont en retirer une satisfaction supplémentaire en fait. Ça peut complètement. Il s'agit pas que je suis pas en train de dire que le son doit être au sujet de tout, au centre de tout en fait. Hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ça irait un tout petit peu à l'encontre du premier truc que j'ai dit, c'est-à-dire que on n'est pas au centre du sujet. Mais je sais pas. Un jeu comme Monument Valley par exemple, avec le son c'est super, mais sans le son ça marche très bien aussi. Mais quand on a le son c'est quand même mieux. Il manque quand même un pan. C'est comme, j'en sais rien, c'est comme regarder. J'ai envie de trouver un exemple pertinent. Le Grand Bleu. Ouais, limite ça sert le film je trouve. non, Eric Serra, non carrément pas. La musique du Grand Bleu c'est un peu kitsch, mais c'est très bien. Je sais pas vraiment quoi te répondre en fait, tout dépend à quel point tu considères que c'est satisfaisant pour le joueur d'avoir ça en plus. Et du coup, est-ce qu'il y a des solutions pour avoir des trucs dans le logiciel? Parce qu'après, c'est notamment ce que je faire du do-it-yourself. Alors moi, effectivement, si tu te fais assez confiance, faire le son toi-même, moi c'est exactement ce que j'enseigne à mes étudiants à IARTSUP, là, c'est leur projet de fin d'année, là, c'est qu'ils doivent bruiter leur jeu à la bouche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les sons, les modifier dans tous les sens, ils ont juste Audacity, leur bouche et le micro de leur ordi, et ils se débrouillent, et ils bruitent leur propre jeu. Si tu te sens, si tu as les compétences suffisantes pour faire un bruitage qui correspond à ce que tu veux faire, il n'y a aucune raison d'engager un mec, effectivement. C'est pas du tout. Mais tout dépend de comment dire, à quel point tu veux que ça modifie et que ça apporte une plus-value à ton jeu. J'imagine absolument pas un jeu comme. J'en sais rien, par exemple Stereden par exemple, c'est quand même un jeu qui nécessite, je trouve, un certain niveau de professionnalisme pour que ce soit bruité de manière satisfaisante et que l'expérience utilisateur soit. Imaginez Stereden bruité à la bouche juste 2 secondes, en général ça fait plutôt bien le job. La musique à la bouche, je serais très curieux. Pour Drifting Lands, on a fait un niveau caché, un niveau des vaches comme pour Diablo, dans lequel toutes les explosions sont doublées d'un son de vache fait à la bouche par les membres de l'équipe. Voilà. Ça fait mou, mou, enfin, c'est plutôt très bon. Et évidemment, il y a des skins de vaches sur tous les vaisseaux. Donc, pour des trucs, voilà, encore une fois, tout dépend de à quel point tu penses que c'est important pour ton jeu. C'est tout simplement ça. Voilà. Et si tu peux le faire toi-même, grand bien te fasse, quoi. Mais bon, il faut faire bosser des gens quand même. Il y a des gens qui ont besoin d'argent ici. D'autres questions ou non? Du coup, ouais, non, la Motivic dans Final Fantasy X, on va s'en foutre. Ouais, donc pour Drifting Lands, comme je disais, il y avait une difficulté sur l'idée de faire un choix en fait.
sur quoi faire comme musique. Comme je disais, Alain m'a dit, en fait, je sais vraiment pas trop ce que j'aime comme. J'aime plein de musique, mais c'est vrai que sur un jeu comme ça, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc il y avait en gros 3 trucs qui se démarquaient, c'était effectivement faire de la grosse musique orchestrale qui tâche, ou du métal, ou de l'électro. Donc comme je disais, moi j'ai fait un peu les 3. Et la difficulté, comme c'est un jeu qui effectivement a des niveaux à génération procédurale et que moi, en toute honnêteté, je suis pas encore assez expérimenté sur la technique pour faire comme Olivier de Rivière et avoir de la musique qui se génère et qui est interactive. Il fallait de la musique qui puisse se jouer en random comme ça, avec une playlist qui se déclenche en début de niveau voilà, il fallait que la musique ne pouvait pas matcher l'action puisque les niveaux étaient à chaque fois différents. Donc il fallait une espèce d'alternance entre de la musique épique, donc qui puisse inspirer le joueur et lui donner envie de conquérir la Pologne. Il fallait que ça puisse être énervé quand même, pour quand même donner de l'énergie. Et en même temps, comme tout le monde a à peu près vu à quoi ressemble ce jeu-là, au niveau de l'esthétique graphique globale, on a quand même quelque chose d'hyper aéré, quoi. C'est-à-dire que le but d'Alain, c'était pas de faire un jeu qui soit un shmup dark, tourmenté, dans lequel on se sente oppressé et enfermé. Il voulait justement quelque chose de très ouvert. Sur ce plan-là, le truc est plutôt réussi. On a effectivement des paysages très aérés, quoi, avec une direction artistique qui est un peu entre Journée, un peu les films de Miyazaki, et puis Disney aussi, enfin voilà. Et donc c'était vraiment la difficulté d'alterner un petit peu ces phases et que tout ça cohabite de manière cohérente et que ça fasse quelque chose qui ait du sens. Alors du coup la composition de la BO de Drifting Land, elle s'est étalée sur 3 ans. J'ai pas bossé H24 pendant 3 ans. 3 ans pour écrire une heure de musique, c'est H24, ça veut dire que je suis quand même particulièrement inefficace. Mais on a résulté en gros une OST de 15 morceaux, dont 10 morceaux de gameplay. Les 5 autres morceaux sont des morceaux plutôt courts pour des phases type écran de victoire, type découverte de nouveaux lieux. Et je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on en écoute un petit bout? Ouais. Je peux vous faire juste pour situer le contexte. Je vais vous faire écouter le premier morceau et le dernier morceau, sinon on n'en finira pas. Ce qui est très marrant, c'est que ça a été l'occasion aussi pour moi de recycler aussi de beaucoup de vieux trucs. Je crois qu'il doit y avoir un tiers de l'OST qui est composé de trucs que j'ai composés entre 15 et 20 ans. Des trucs que j'avais jamais fini. Je pense que mes collègues sont d'accord avec moi pour dire qu'une composition, la commencer c'est une chose, mais la finir c'en est une autre. Et du coup j'ai ressorti des bouts de compos que je faisais quand j'étais en mode j'écris du métal, qui m'avaient jamais servi, que j'avais jamais réussi à finir, et que j'ai pu exhumer et ressortir pour Drifting Land. Je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de recyclage de vieux matériaux d'adolescents en trucs exploitables. Donc ça c'est le premier morceau que j'ai écrit pour la BO.
complètement une citation de la berceuse de Zelda, hein, pour information, si vous l'avez entendu. C'est marrant, il n'y a que 3 personnes qui me l'ont fait remarquer. Je pensais que ça s'entendrait beaucoup plus que ça. Donc là, voilà. Ça, typiquement, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à écrire quand j'avais 18 ans, je crois, un truc comme ça, et qui a trouvé une seconde vie, enfin, qui a trouvé juste une vie, parce que je pensais que ça allait jamais sortir de mes tiroirs. Voilà, donc je trouve c'est un bon, c'est une bonne rencontre. En gros, tout est programmé sauf les guitares. Voilà. Il y a globalement, je trouve, une rencontre assez intéressante entre des trucs un petit peu épiques, assez aériens. Il y a quand même pas mal d'instruments électroniques. On sent qu'il y a un background métal aussi, complètement métal progressif. Voilà. Donc les gens de Double Kick Heroes sont partis, mais on a beaucoup parlé de ça à ce moment-là. Et voilà. Il y a eu des choix de contenus musicaux aussi qui ont découlé de certaines indications. Par exemple, la raison pour laquelle il y a cette espèce de piano très réverbéré, c'est parce que, par exemple, dans les BO que Alain avait cités, dans les trucs qu'il avait vraiment bien aimé et qui matchaient à peu près avec l'ambiance qu'ils imaginaient pour le jeu, il m'avait parlé de Mirror's Edge, par exemple. Dans Mirror's Edge, il y a assez blindé de piano avec beaucoup de reverb, trucs comme ça. Donc je me suis dit tiens, en plus ça matcherait bien ce côté comment dire, à la fois assez synthétique, parce que bon, on entend bien que c'est pas du piano classique avec des micros qui sont prêts, de la table d'harmonie, enfin truc. Donc en même temps on identifie bien le piano et en même temps la reverb fait que on imagine quand même un espace assez grand, quoi. Voilà. Je trouve que ça c'est quelque chose qui rend plutôt bien compte de l'univers du jeu. C'est un truc nerveux. Au revoir. Un truc assez nerveux, mais en même temps avec beaucoup d'air, quoi. Voilà, moi c'était vraiment le truc important, c'était de faire que cette musique respire, qu'elle soit nerveuse, mais qu'elle soit pas fermée sur elle-même, que ce soit pas une espèce de parpaing sonore qui soit fatigant. Stereden, par exemple, qui est un jeu excellent, que j'adore. Moi, quand j'y joue 2 heures, j'en peux plus à la fin, quoi. J'ai l'impression d'être passé à l'essoreuse. C'est complètement le but de l'expérience. C'est pas que la musique est comme ça, c'est le jeu en lui-même qui est fait pour nous mettre dans un état de stress pas possible. Mais là, Alain, lui, comme son but c'était de créer un jeu qui soit le fils illégitime de R-Type et de Diablo, il voulait qu'on puisse jouer à ce jeu-là sur des très longues sessions de jeu et que la musique donc soit pas l'essoreuse comme elle peut l'être dans Ikaruga par exemple aussi, où effectivement c'est nerveux tout le temps et ça nous maintient sur un fil de nervosité qui peut ne pas être possible, en tout cas de son point de vue. Donc ça c'est le premier morceau que j'ai écrit, et 3 ans plus tard, le dernier morceau que j'ai écrit, c'est celui-là.
pas jusqu'au bout, mais donc comment dire, déjà c'est une grande fierté pour moi d'avoir placé un morceau en 5/4 dans une BO de jeu. J'ai réussi à faire passer ça. En plus, il y a une équivalence quand même en 15/16. Voilà, ça n'intéresse que moi, comme je disais. Mais en vrai, j'ai réussi à faire passer un truc qui rythmiquement est pas évident à Alain. Et ça, moi, c'est un achievement personnel. Ce morceau, il a une histoire assez particulière. J'ai fait une erreur qu'on fait, je sais pas si on fait tous, mais en tout cas, je me suis rendu compte très très tard, à peu près quand il me restait un morceau à écrire, que j'avais passé donc les 3 ans à travailler sur ce jeu-là. Enfin, en fait, oui, 90% de la BO a été composée en 2 ans. En fait, il y a eu 1 an après où il y a eu un petit peu plus de latence pour le dernier morceau, mais j'ai passé quasiment tout le temps de développement du jeu à jouer donc aux démos qu'on m'envoyait pour pouvoir choper un peu l'ambiance du jeu, en laissant ma musique activée. Voilà, grosse erreur de faire ça. Parce qu'en fait je tournais en circuit fermé, c'est-à-dire qu'en gros je jouais au jeu avec ma musique qui tournait et donc je réécoutais ma musique en boucle, toutes les musiques que j'avais faites étaient dedans et du coup ma seule source d'influence connectée au jeu c'était ma propre musique, donc je peinais complètement à trouver des idées et ce morceau là il est né d'une session de jeu que j'ai fait de 2 heures avec du Perturbator et du Carpenter Brut en fond au lieu de ma propre musique. Donc je sais pas si c'est comme ça que vous procédez aussi. Est-ce que quand vous travaillez sur des jeux, est-ce que vous jouez avec de la musique qui n'est pas surtout qui n'est pas la vôtre et qui pourrait, voilà. Et là je me suis dit mais en fait donc j'ai failli décrocher mon téléphone. Alain, non en fait j'arrête de composer, tu prends directement les albums de Carpenter Brut, tu les mets à la place, ça fera complètement le job. Et du coup je me suis dit tiens je vais faire une grosse piste avec du gros synthé ternaire hyper vulgaire. Puis je me suis dit, je vais l'envoyer à Alain. Bon, c'est trop gros, ça passera jamais. Réponse 1 heure après. Ah, j'adore, vas-y, termine. Très bien. Donc, pourtant, j'étais là, je me convainc pas moi-même et tout, c'est quand même chaud. Et du coup, je l'ai fait quand même. Et ceci dit, j'ai quand même pas pu m'empêcher longtemps de rajouter autre chose dans cette musique-là, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de rajouter des grosses guitares, de rajouter des progressions d'accords un petit peu à la Gustav Holst, des trucs qui traînent. J'ai pas pu m'empêcher de mettre autre chose. En fait, c'est mon problème à moi, c'est que après 6 ans d'écriture au conservatoire, en fait, faire des exercices de style, moi ça me fatigue en fait. Je peux difficilement, ça m'est assez difficile de faire ça. Je suis obligé, comme disait notre collègue tout à l'heure, de gâcher le truc à un moment. Je peux pas juste dire je vais faire une espèce de pastiche de Perturbator, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut que j'insère un truc qui m'est un peu plus personnel, sinon j'ai l'impression que c'est juste pas moi et que je suis en train de faire le boulot de quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, du coup j'ai rajouté effectivement des bass drops qu'il n'y a pas trop dans chez Perturbator, je crois. J'ai rajouté des homorhythmies de métal, des trucs que je kiffe toujours, quoi. Et puis des accords avec des tonalités éloignées qui créent une espèce de malaise et une équivalence en 15/16 à un moment que j'ai réussi à placer et que personne ne remarque à part moi, mais c'est ma petite fierté. Tu vas me dire qu'il reste 5 minutes et qu'il faut que je me grouille de finir. C'est ça un peu. Ah oui, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des trucs, ouais. Alors, du coup, en fait, j'ai pas fait le lien entre la première et la dernière, mais je voulais savoir sur les 3 ans de production, est-ce que tu as fait un thème en fait de l'album, enfin de tout le jeu? Il y a un thème avec des notes et rythmique. Il y a un thème, il y a un peu 2 thèmes. Il y a un thème mélodique et un thème rythmique dans cette BO. Il y a un thème qui revient de temps en temps, qui est celui-ci. C'est le pré-thème en fait. Le vrai thème il arrive après. Donc ce thème-là, que en gros j'ai réinséré à différents endroits, par exemple le thème du lobby, par exemple. Il passe normal.
qui est ici aussi. Qui réintervient même dans des morceaux qui présentent absolument pas ce thème en tant que tel, mais qui le ramène de manière déguisée à un endroit. C'est pas forcément hyper clair, mais il est là. Et il y a un deuxième, est-ce que je l'ai remis ailleurs, je sais plus. Et il y a un deuxième thème qui lui est purement rythmique, c'est ça, juste ça en fait. On peut pas vraiment dire que ce soit un thème à proprement parler, mais c'est un personnage rythmique qui revient à plusieurs endroits, notamment dans ce morceau-là. Là. Ceci dit, il est un peu déguisé parce que généralement, comme je viens de le faire écouter, c'est en rafale, ça fait tagadada, tagadada, et là c'est juste les impacts de base de chaque paquet, ça fait ta, 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 ta. C'est une manière un peu de planquer le personnage pour que on ressente grosso modo ses appuis, mais sans le citer de manière extrêmement claire, quoi. Voilà. Et donc à un moment, effectivement, je superpose ce thème rythmique avec le thème mélodique qu'on a écouté juste avant. Enfin, voilà. Mais effectivement, Alain voulait que des fois il y ait des thèmes qui se ramènent un petit peu pour créer une espèce d'unité quand même, effectivement. Mais comme il n'y a pas vraiment... comme c'est un jeu qui repose pas non plus sur des personnages et des scénarios hyper clairs, enfin il y a un scénario hyper clair mais avec des personnages identifiables, c'est pas le cœur du jeu en fait, le scénario et les personnages, on a plutôt une musique d'ambiance, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de choses à personnifier en fait, quoi. Il y a ces deux personnages qui peuvent se superposer et qui sont présents à différents endroits. Voilà. Ouais. Sur la dernière musique que tu as composée, ça fait un peu musique de boss, enfin, on retrouve des dissonances, on retrouve ce genre de choses. Et de ce que tu disais tout à l'heure, les musiques sont lues comme dans une playlist. Ouais. Du coup, on peut se retrouver avec cette musique-là à n'importe quel moment dans le gameplay. Tout à fait. Est-ce que ça crée pas un peu des dissonances entre cette musique de boss qui est quand même assez codifiée et connue des joueurs et du coup un moment qui peut tomber tout à fait quelconque C'est une bonne question. En fait, c'est presque pas à moi qu'il faudrait la poser cette question. Non, mais c'est la question de l'implémentation, effectivement. Après, comme tu as remarqué, ce morceau, il est quand même, il met du temps à démarrer, quoi. Ça commence à bourriner et en fait, ça commence à être un petit peu malsain assez tard. Donc en fait, ce morceau, quand il se déclenche, on est forcément assez avancé dans un niveau pour que ce soit déjà la guerre quand les parties, quand les parties énervées arrivent. C'est forcément déjà un peu la guerre, même s'il n'y a pas de boss. Ouais, mais dès le début, tu as des petites dissonances. Oui, oui, il y a. Ouais, on a l'impression que ça va être un niveau de boss en fait, c'est ça. Ouais, bah. Mais ok. Mais moi, pour être très succinct, c'est vrai que mon seul objectif quand j'écrivais de la musique à ce moment-là, c'était vraiment ma première BO de jeu, c'était de faire des trucs qui plaisent au directeur artistique, quoi. J'avais effectivement pas poussé la réflexion plus loin. Je referai ça maintenant, je pousserai la réflexion plus loin et j'essaierai d'être un peu plus, précis sur les endroits où les choses sont implémentées. Mais voilà. Il y a eu effectivement 2-3 retours de gens qui comprenaient pas pourquoi la musique s'énervait alors que l'action restait relativement pisse. Une dernière question ? Je vous invite à discuter peut-être. D'accord. Ça marche. Très bien. Merci pour votre attention.